Mes chers collègues, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir que j'ouvre aujourd'hui le cycle des auditions qui seront consacrées au projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. Je rappelle que notre commission spéciale s'est constituée le 12 novembre dernier pour examiner le texte qui vise la transposition de 3 directives différentes. La directive sur la résilience des entités critiques, dite REC, la directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, dite NIS 2, et la directive qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, dite DORA. Cette transposition devait intervenir avant le 17 octobre de cette année, mais dans le contexte actuel, ce n'est pas la seule loi qui connaît du retard. Malgré tout, il y a une vraie attente des entreprises sur les nouveaux objectifs de cybersécurité et les nouvelles obligations qui pèseront sur les entreprises. C'est pourquoi je remercie le Mouvement des entreprises de France, le MEDEF, et la Confédération des PME, la CPME, d'avoir répondu à notre invitation pour partager leur point de vue sur le projet de loi et l'impact de cette transposition, ainsi que, le cas échéant, vos propositions. Nous pourrons ainsi relayer vos préoccupations, notamment au directeur général de l'ANSSI, que nous entendrons juste après. L'UDP et la FEP nous ont fait savoir que leur position n'étant pas encore arrêtée, qu'elles nous adresseraient ultérieurement un courrier. Pour le MEDEF, nous accueillons Madame Maxence Demerlet, directrice du numérique, Monsieur Maxime Forêt, chargé de mission senior pôle affaires publiques, et Madame Mathilde Briard, chargée de mission économique numérique. Pour la CPME, nous accueillons Madame France Charuillet, membre de la commission numérique, Monsieur Lionel Vigneault, directeur des affaires économiques, juridiques et fiscales, Monsieur Jérôme Normand, économiste, Monsieur Adrien Dufour, responsable des affaires publiques. Mesdames, Messieurs, avant de vous céder la parole, je rappelle à tous que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui est retransmise sur le site Internet du Sénat, puis consultable en vidéo à la demande. Je vous propose, pour ouvrir cette table ronde, que chaque organisation nous présente leur position sur le texte, puis je donnerai la parole à chacun des rapporteurs. Alors, oui, Monsieur Patrick Chaise, qui est à côté de moi, et Monsieur Hugues Saury, Michel Canevette, que nous attendons, puis à ceux de nos collègues qui le souhaitent pour poser leurs questions. Avant de vous céder la parole, nous avons inauguré ce matin le 17 Cyber, et il a été annoncé que plus de 60% des entreprises ne sont pas conscientes d'être sujettes au risque numérique aujourd'hui. Donc c'est une information que je voulais partager avec vous avant de vous laisser démarrer. Nous passons la parole. Madame Demerlet. Merci Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, Mesdames les sénatrices. Est-ce que vous pouvez m'indiquer déjà combien de temps vous m'accordez pour cette première prise de propos liminaire ? Il faut impérativement que nous ayons fini à 16h30, à 17h, pardon. 17h, parce qu'à 17h, un petit peu avant, parce qu'à 17h, on a l'audition suivante. Donc, je pense que si 10 minutes, ça vous convient ? Très bien, je vous remercie infiniment. Tout d'abord, j'allais vous me voler, si je puis me le permettre, mon introduction, puisqu'effectivement, aujourd'hui, 17 décembre, c'est la mise en place du 17 Cyber qui fait partie des outils extrêmement pratiques et que nous appelions de nos voeux, donc nous l'attendions au MEDEF, puisque nous collaborions déjà et nous collaborons aussi avec la CPME d'ailleurs, avec Cybermalveillance, qui avait déjà mis en place une plateforme qui était fonctionnelle sur notre site internet. Et donc, nous sommes très heureux de voir cette plateforme muer et se transformer en 17 Cyber. Donc je reviens juste sur le MEDEF très brièvement. Nous sommes une organisation qui regroupons 101 fédérations de tout secteur d'activité et donc nous regroupons aussi des entreprises de tout secteur et de toute taille. Nous avons aussi 120 représentations dans les territoires, ce qui nous permet effectivement d'être au contact d'entreprises les plus diverses. Nous avons actuellement un tour de France de l'IA, je me permets de le citer ici, puisque ça nous permet de rencontrer énormément de chefs d'entreprise qui, globalement, s'intéressent, ont envie de comprendre notre économie qui est numérique aujourd'hui, et nous permettons aussi de remonter des cas d'usage et des exemples, mais aussi, quelquefois, malheureusement, des incidents cyber qui leur arrivent très souvent. Cela peut être aussi bien des choses assez sophistiquées, telles que, effectivement, des rançongiciels
ou des arnaques au président qui parfois utilisent de l'IA et ou des deepfakes. Et donc nous avons aujourd'hui dans les entreprises des cas qui commencent à s'opérer de prise de position dans des visioconférences, par exemple, dont un dirigeant apparaît alors que ce n'est pas lui. Donc ces cas de cybermenaces ou d'insécurité cyber se multiplient, et vous avez raison de le dire, beaucoup d'entreprises n'ont pas conscience de cette menace. Hélas, les chiffres montrent que celle-ci augmente, et sans doute l'ANSSI qui prendra notre suite pourra le rappeler. Je cite juste un tout petit chiffre qui me semblait être intéressant de relever, c'est que le parquet de Paris a couvert plus de 512 nouvelles enquêtes en 2023, soit plus de 22% par rapport à l'année précédente. Et l'ENISA, dans son rapport annuel sur les cybermenaces, signale également qu'un des plus grands acteurs du rançongiciel en Europe sur la période donc, de 2023, qui s'appelle Lockbit 3, a attaqué l'Europe à 57% et a fait de la France sa deuxième cible mondiale après les États-Unis. Donc malheureusement, la France est sur le podium des pays les plus menacés, car le numérique, c'est pas seulement technologique, c'est politique, et donc c'est pour ça que nous sommes très heureux d'être devant vous et de parler à la représentation nationale pour parler des moyens législatifs que nous pouvons prendre en commun pour nous protéger et augmenter notre cybersécurité et notre cyber-résilience. Alors nous accueillons avec, bien sûr, un esprit positif et constructif cette législation. D'abord pour rappeler que le MEDEF s'était déjà beaucoup impliqué dans la transposition de la directive Nice 1, et que c'était un sujet qui nous avait occupé et qui m'a occupé d'ailleurs personnellement dans des fonctions précédentes, avec une grande difficulté de faire prendre conscience aux secteurs concernés déjà qu'ils étaient dans le périmètre de l'application de la directive Nice 1. Nous voilà assez peu de temps après, finalement, au regard du calendrier, j'allais dire moins de 10 ans après, dans une version 2 de cette directive, avec un élargissement extrêmement important du nombre de secteurs concernés et donc d'entreprises. Je sais qu'il y a un chiffrage qui a été approximativement énoncé par l'ANSSI. C'est quand même une multiplication par un facteur important d'entreprises concernées. Au vu des difficultés que nous avons rencontrées pour, j'allais dire pas convertir, c'est pas le bon mot, mais persuader les entreprises de l'intérêt de se préoccuper de leur cybersécurité, nous voyons aussi une forme d'Everest à franchir dans ce nouveau périmètre. D'une part parce que, et je rentre dans le vif du sujet avec cela, nous avons une difficulté pour établir le périmètre exact, où les entreprises avec qui nous discutons ont des difficultés pour estimer si elles sont ou pas dans le périmètre. Tout d'abord parce que la définition des entités importantes et essentielles nous semble devoir être un petit peu précisée. En effet, sur les seuils d'application, on a dans le projet de loi qui vous est proposé un caractère alternatif et non cumulatif des seuils. Donc nous aimerions dans les articles 8 et 9 effectivement nous remettre en coordonnance avec la directive. Alors pourquoi c'est un point par lequel on souhaite commencer? Puisqu'on a eu quand même beaucoup, et je pense que Mme Brière à mes côtés pourra le confirmer, d'appels d'entreprises ou de fédérations pour nous demander à partir de quand elles étaient concernées et si leur seuil les obligeait à se préoccuper du texte. Donc effectivement, pour les EE, on dit au moins 250 personnes et avec un chiffre d'affaires de 50 millions. Donc nous voulons insister sur le fait que ce n'est pas ou mais et la même chose pour les entités importantes. Donc il nous semble aussi que cette recommandation est d'autant plus importante que derrière, l'ANSSI doit établir une liste de ces EE et EI sur base, nous dit l'article 12, effectivement, des déclarations. Ça sera très important, effectivement, pour que cette liste soit complète et qu'on sache, effectivement, si on est redevable des obligations qui sont dans la directive, si on rentre ou pas. Reste aussi un sujet sur les secteurs qui sont énumérés dans le texte. Certaines entités sont venues vers nous avec un fort doute et donc on a besoin de clarification et d'accompagnement. Peut-être que ça c'est quelque chose qu'on pourrait prévoir aussi peut-être dans la mise en œuvre. Comment est-ce que l'ANSSI peut accompagner les entreprises qui ont du mal à déterminer si elles rentrent ou pas dans l'application de la directive. Donc ça c'était effectivement un point qu'on souhaitait mettre en avant principalement. Ensuite, il y a un principe de proportionnalité qui nous semble aussi très important entre ces entités essentielles et importantes. Donc là, pour le coup, nous sommes satisfaits de voir cette proportionnalité respectée dans le projet de loi. Nous aimerions aussi que cette proportionnalité soit également répercutée dans les attendus.
Ces entreprises essentielles ou importantes, je me tourne surtout vers celles qui sont jugées, j'allais dire, importantes, qui est effectivement, comme l'adjectif le désigne, non négligeable. Donc c'est une palissade, mais 50 personnes avec un chiffre d'affaires ou un bilan qui excède de 10 millions d'euros, une entité, j'allais dire, moyenne qui nous appelle, j'allais dire, pas quasiment quotidiennement, peut relever de cette importance-là. Or, dans une enquête que nous avons faite avec la CPME et cybermalveillance, nous voyons que les entités les plus petites ont souvent très peu de budget. Donc, quand les mesures techniques et opérationnelles et organisationnelles qui sont citées dans l'article 14 devront être prises, nous aimerions effectivement que l'évaluation qui sera faite par l'ANSSI garde une forme de proportionnalité aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une obligation vis-à-vis des dirigeants de formation, de mise en place d'une gouvernance de la cybersécurité. Pour des entreprises de cette taille-là, ça reste quand même quelque chose de nouveau. Beaucoup n'ont pas forcément un DSI en tant que tel, et si elles en ont un, il peut être externalisé. C'est un sujet en fait, qui se rencontre dans beaucoup d'entreprises. Donc ces obligations, effectivement, j'allais dire, c'est une obligation de moyens, certes, mais néanmoins, l'évaluation qui sera en faite par l'ANSSI devrait rester proportionnelle. D'ailleurs, sur ce sujet, on s'interroge, peut-être que ça mélange un petit peu les sujets, mais on est toujours dans le champ d'application. Pour les entreprises qui sont désignées par le Premier ministre, donc à l'article 10 du projet de loi, nous aimerions savoir s'il y a une procédure de recours qui est possible et ou une forme de contradictoire qui soit possible d'instaurer sur ce sujet, et notamment si la taille de l'entreprise, bien qu'elle soit, et on peut très bien le comprendre, que des entreprises, y compris petites, soit par leur technicité ou leur niveau d'innovation particulièrement sensible, néanmoins, ça serait intéressant qu'elles puissent prévoir, qu'on puisse prévoir une procédure pour qu'elles puissent en discuter. J'aimerais aussi insister sur les délais. On en a beaucoup parlé, on en avait parlé lors de notre audition à la CSNP aussi. C'est vrai que c'est alors là pour le coup, quelque chose qui n'est pas dans le texte de loi sur la mise en œuvre. Quel délai on donne aux entreprises pour se mettre en conformité? Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait aussi voir, peut-être, si ce n'est précisé dans le texte, si c'est impossible à faire, mais au moins que ça soit évoqué dans les débats parlementaires, puisque il nous semble à tout le moins qu'une période transitoire de 3 ans, comme on l'avait eu pour Nissan, donc ce n'est pas un délai qu'on tire de notre chapeau, serait nécessaire pour que les entreprises puissent rentrer, j'allais dire, dans une démarche de procédure de mise en œuvre des dispositifs. Alors pourquoi? D'abord parce qu'effectivement, pour savoir exactement quelles mesures techniques et organisationnelles ou les formations qu'elles doivent organiser, il faut effectivement avoir, j'allais dire, les textes réglementaires pour bien comprendre les obligations qui sont attendues d'elles, pouvoir éventuellement mettre un chiffre budgétaire en face et donc le prévoir dans la vie, j'allais dire, financière de l'entreprise. À tout le moins, il faut pouvoir le prévoir à l'année N pour l'année N plus 1 plus 2. Donc ça nous semble être tout à fait cohérent. Dans l'enquête faite avec la cybermalveillance, on avait noté que dans les entreprises de très petite taille, donc ça fait un référentiel qui n'est pas forcément juste pour ces entités-là, mais le budget informatique est entre 2 000 et 3 000 euros par an. Donc ça, c'est pour les entreprises de moins de 10, si ma mémoire est bonne sur l'enquête qu'on avait faite. Et ça, c'est tout compris, donc c'est le matériel, c'est tout. Donc pour une entreprise de plus de 50 personnes et qui a un chiffre d'affaires déjà plus important, on peut espérer que ce montant soit supérieur. Mais la cybersécurité à l'intérieur du budget, je me souviens qu'on a interrogé précédemment le précédent directeur général de l'ANSSI sur ce sujet, il disait sur un budget informatique, il faut au moins que la cybersécurité soit entre 10 et 15% du budget. Donc évidemment, par proportion, si on prend 5 000, ça ne fait pas beaucoup. Donc on a besoin d'un petit peu de temps pour mettre un petit peu de clarification et de planification, surtout dans ce cadre-là. Plus généralement, sur le projet de loi, et aussi je pourrais répondre bien sûr avec mes collègues à vos questions, on aurait besoin aussi de mieux comprendre à l'article 11 comment s'applique la directive sur les groupes de sociétés. Il se trouve quand même au MEDEF, nous avons des entreprises de taille intermédiaire, puisque la moyenne de nos adhérents ont 47 salariés, donc on n'est pas très loin du seuil là, de mise en œuvre. Mais on a aussi beaucoup d'entreprises qui sont installées sur plusieurs territoires, et on aurait besoin de mieux comprendre effectivement l'article 11. Parce que l'article 11, il y a un premier paragraphe qui cite, alors je vais le reprendre sous les yeux pour essayer de ne pas dire de bêtises pendant que je vous parle. Les entités essentielles et les entités importantes sont régies par les dispositions donc, du présent titre, donc le titre 2 sur la cybersécurité, premièrement, quand elles sont établies sur le territoire national.
Voilà. Donc la notion d'établissement n'est pas évidente, ça veut dire que ce n'est pas forcément le siège, et si elles ont elles-mêmes des filiales. Et au grand 3 du même texte, on nous dit, pour l'application des dispositions 1, donc celle que je viens de citer, et 2, l'établissement principal s'entend du lieu où sont principalement prises les décisions relatives aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité. Mais en fait, nulle part, il a été fait référence à un établissement principal dans le petit 1 du grand 1. Donc on a besoin de clarification, de savoir effectivement, quand le texte s'applique sur une entité qui est présente en France, est-ce que c'est parce que c'est son établissement principal ou pas, ou simplement parce que cet établissement dépasse 50 salariés et le chiffre d'affaires désigné pour être EI ou EE, et où est-ce que ça veut dire que c'est cette entité, si elle est principale, qui relève effectivement du champ d'application de la directive en France, et donc par extension, les entités qui lui rapportent devront également respecter, y compris dans les autres pays, même s'ils n'ont pas le seuil, la loi française. Donc voilà, c'est peut-être des petits points de détail, mais on a quand même pas mal d'entreprises qui, étant un peu étendues sur d'autres territoires européens, elles ont besoin de mieux comprendre comment ça s'applique, y compris aussi dans la situation où dans un même groupe, des filiales peuvent répondre à la qualification d'entité essentielle et ou importante, et où si elles répondent à un secteur visé ou pas. Donc ça, c'est des cas un peu spécifiques, mais on peut avoir des entreprises qui ont des activités civiles et militaires, duales. Certaines vont répondre à un secteur qui répond des 18 secteurs ou non. Donc sur le champ d'application, ça c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je surveille l'heure. Sur la notion d'incident, ça c'est l'article 17, effectivement, la notion d'incident important est un critère majeur d'enclenchement ou pas de certaines choses dans le texte. Donc nous souhaiterions beaucoup que soit précisée cette notion d'incident important. Alors, l'incident, il a été notamment déterminé dans un axe d'exécution, c'est ça Mathilde, qui vient d'être pris pour les entreprises de services numériques. Nous aimerions qu'en fait on se réfère à cet acte d'exécution, notamment, enfin qu'on se réfère, c'est-à-dire que les critères de l'acte d'exécution servent de base pour déterminer ce que c'est qu'un incident important, dans un esprit d'harmonisation, puisque ça c'est un sujet majeur pour nous, puisqu'il y a un vrai sujet de élever le niveau de cybersécurité des entreprises en France et en Europe, de ne pas créer de distorsion en fait, d'un pays à un autre pour ne pas donner l'impression qu'on puisse faire du cyber-shopping. Il n'y a pas de paradis de la cyber en Europe, donc c'est vraiment important que tous les pays soient sur un pied d'égalité vis-à-vis de cette transposition. Et on a aussi un objectif sous-jacent, je pense, et en tout cas nous, entité économique, on ne peut pas dire le contraire, d'avoir aussi un marché de la cyber qui puisse être à la portée de nos entreprises. On a la chance d'avoir en France beaucoup d'entreprises spécialisées dans la cybersécurité qui, avec un texte harmonisé, pourraient atteindre un marché d'une taille critique. Et c'est pour ça que nous appelons de nos voeux à une transposition la plus harmonisée et la moins créatrice de nouvelles obligations possibles. Et enfin, je vais terminer, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, avec quelques questions autour de l'entité nationale qui va être donc désignée par l'article 5, donc l'entité de mise en œuvre et de contrôle de ce texte. Je dis bien sûr l'ANSSI, puisqu'il s'agit d'elle. Nous aimerions, et je ne sais pas comment le faire en tout cas dans le texte, mais peut-être que ça serait intéressant de réfléchir, cette entité qui a une technicité extraordinaire et qui, bien sûr, je pense, a contribué à faire de la France un pays le plus sécurisé possible, alors que c'est une cible majeure. Comment cette entité peut accompagner cette marche vers une meilleure cybersécurité des entités, dans une mesure où, aujourd'hui, finalement, c'est un service du Premier ministre, placé sous le secrétariat général de la Défense nationale. Est-ce que, je pose la question peut-être naïvement, mais est-ce que c'est correct, en fait, d'une certaine manière, que l'entité soit ainsi positionnée, ce qui était tout à fait logique dans le cadre des missions précédentes, qui était la cybersécurité des systèmes d'information de l'État? Est-ce qu'elle a les moyens? J'ai cru comprendre que dans le bleu budgétaire, qui n'est pas advenu puisque la loi de finances n'avait pas forcément des moyens supplémentaires, alors même qu'elle va certainement en avoir besoin. Et enfin, dans sa gouvernance, est-ce qu'il est possible d'imaginer que des représentants des acteurs économiques puissent être intégrés dans une forme de gouvernance qui, aujourd'hui, contrairement à d'autres autorités de régulation du numérique, comme l'ARCEP, comme la CNIL, qui ont des collèges, aujourd'hui est inexistante. Donc, est-ce que, je ne sais pas, peut-être dans une mission complémentaire,
sur la manière de fonctionner de l'ANSSI par rapport à la mise en œuvre de ce texte. Des réflexions pourraient être ouvertes. Et on remarque par ailleurs, et nous avons très bonnes relations en région avec les délégués de l'ANSSI, mais ils ne sont quand même pas très nombreux. Les entreprises sont partout en France, puisque je disais en introduction que nous faisions un tour de France de l'IA et que nous rencontrions beaucoup d'entreprises qui sont très numériques, et tant mieux pour nous, pour notre économie. Comment fait-on pour accompagner ces entreprises au plus près? Il n'y a rien sur les CICERT dans le texte. C'est vrai qu'ils peuvent aider. C'est des entités mises en place par les régions qui sont souvent de très bonne qualité, mais qui là aussi, en fait, finalement, n'ont peut-être pas non plus des moyens, je veux dire, démesurés. Et l'articulation avec cybermalveillance n'est pas tellement mise en œuvre, et c'est un peu dommage parce que cybermalveillance, pour moi, c'est le meilleur exemple qu'on ait de partenariat public-privé réussi pour faire augmenter le niveau de cybersécurité. Donc c'est contre personne, mais je pense qu'avec l'aide de chacun, ça pourrait marcher. Voilà, c'est pour commencer, et bien sûr, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, c'est clair, c'est complet, je pense. Et donc, je laisse la parole à Madame Chaouillet. C'est à vous. Alors pour la CPME, déjà je voulais vous remercier parce que c'est une occasion unique que nous avons de collaborer avec vous et puis de vous expliquer surtout ce que nous avons fait sur le terrain. Alors la CPME, c'est 243 000 adhérents, c'est important, 133 structures territoriales et 122 fédérations patronales. Donc la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est de savoir comment nous allons embarquer les dirigeants dans la gestion de ce nouveau risque numérique. Alors moi, je vais avoir une approche assez terrain. Je suis un entrepreneur, je suis un avocat délégué à la protection des données au service des entreprises. Et nous avons mis en place au sein de la CPME des dispositifs innovants. Et je tiens à en parler parce qu'aujourd'hui, ce dont il est question, ce n'est pas tant de faire de la pompomanie ou de la surtransposition ou de considérer qu'on va tout régler par la norme. La question aujourd'hui, c'est la capacité de nos dirigeants à absorber des chocs toujours plus nombreux, de faire face à l'imprévisibilité. Et aujourd'hui, on a un chiffre qui est colossal, 66 000 défaillances d'entreprises. Donc comment j'embarque, moi, le dirigeant, qui est confronté dans son quotidien à une absence de trésorerie, à une nécessité d'embarquer ses salariés dans la transformation numérique, c'est aussi une obligation légale, on n'a pas attendu la NIS 2, ce sont des obligations qui résultent du Code du travail. Je le rappelle, on a une obligation générale de sécurité qui ressort du règlement européen sur la protection des données, c'est l'article 32, obligation de sécurité dite by design, et nous avons de nouvelles obligations sectorielles avec NIS 2, DORA, la LOPMI, la LPM, le CRA, etc. Donc aujourd'hui, dans cet enfer réglementaire, dont les enjeux en réalité se mesurent au niveau des États, le droit est une arme de défense économique. Si nous voulons embarquer les dirigeants, il ne faudra pas se contenter d'être dans un marketing de la peur, dans un marketing normatif, mais de rentrer véritablement dans cette chaîne de valeur. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en place des commissions sécurité économique parce qu'on ne veut pas aborder la question de la cyber par le prisme de la sanction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour embarquer un dirigeant sur de la cybersécurité, il faut lui expliquer ce qu'il a sous le capot. Et ce qu'il a sous le capot, c'est son patrimoine informationnel, c'est-à-dire son actif à protéger. Alors on a mis en place des petites choses parce qu'on est modeste. La réalité, c'est des TPE, ce sont des PME innovantes, on a quelques ETI. Et on a mis en place un dispositif, une convention de partenariat avec des centres de réponse à incidents, Cyberoc, TJ pour l'Occitanie. Je donne des exemples également sur la Nouvelle-Aquitaine où le campus cyber, ça se passe très très bien. Et donc nous avons des dispositifs de formation gratuits pour embarquer nos dirigeants et faire en sorte que l'écosystème se rencontre. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est la difficulté que nous allons avoir du passage à l'échelle. La deuxième difficulté à laquelle nous allons être confrontés, c'est que lorsqu'il y a un problème cyber, la question n'est pas de savoir si j'ai rempli les bonnes cases sur une documentation, c'est de savoir si j'ai la trésorerie. Est-ce que j'ai 3 mois de trésorerie devant moi pour affronter une crise cyber ? Je vous ai donné quelques réponses, malheureusement, très peu d'entre eux. La troisième question, c'est est-ce que je comprends la norme? Nous avons, et je salue le MEDEF qui l'a rappelé, nous avons participé avec le MEDEF et avec la cybermalveillance à une enquête dont il ressort que moins d'une entreprise sur deux dispose d'une solution de détection et qu'on a une majorité des sondés qui avouent leur méconnaissance de la norme. Partant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas anticiper.
C'est-à-dire qu'ils ne connaissent même pas l'acronyme NIS 2, la LOPMI qui leur permettrait d'avoir des garanties assurantielles encore moins, et une parfaite méconnaissance des règles et des obligations déclaratives et de notification. Donc aujourd'hui, on se retrouve face à un enfer réglementaire qui est utile, parce qu'il est porté par l'ANSSI, mais est-ce qu'il est accessible? Est-ce qu'il est à l'échelle? Alors l'ANSSI nous a indiqué qu'il y aurait évidemment une transition. Il va y avoir ce fameux délai de 3 ans. Lorsqu'il y a eu le nouveau règlement européen sur la protection des données en 2018, on a expliqué aux entreprises qu'il y aurait cette courbe d'apprentissage. Eh bien, il nous faut également cette courbe d'apprentissage et qu'elle soit finalement retranscrite quelque part. On a le même problème que le MEDEF sur le périmètre, mais on en a un plus important. C'est qu'en réalité, au niveau du tissu économique de la CPME, 80% de la valeur économique au niveau national, je tiens à le rappeler, eh bien, c'est que dans la chaîne de valeur, on va embarquer tous les sous-traitants, mais pas que. On embarque tous ceux qui vont vouloir et qui vont devoir travailler avec les gros. Et là, le standard, il écrase tout. Donc, est-ce qu'on ne va pas se retrouver finalement avec une norme qui va se retrouver à nouveau bouclier? C'est-à-dire que l'on se serve de la norme comme bouclier, ce dont se sont servis les GAFAM. Je rappelle que 96% des données de nos entreprises sont hébergées par des entreprises qui sont soumises à une réglementation extraterritoriale. Donc on souhaite parler de valeur de l'actif à protéger et peut-être, plutôt que de parler de la sanction, de s'intéresser au dispositif d'incitation. Si on veut transformer nos petites PME, parce que les gros vont devoir embarquer les petits, c'est déjà leur expliquer ce qu'est être à l'état de l'art. Et donc, là aussi, et je rejoins ce qui a été dit précédemment, qu'on fasse un effort de pédagogie. Donc tout ce que l'on fait, nous, au niveau opérationnel et terrain, on fait ce qu'on peut. On a déjà conclu ces conventions de partenariat avec les CCIRT. C'est important, financé par les régions, mais ça ne suffit pas. Il va falloir qu'ils disposent de plus de moyens. L'article 24 permet à l'ANSSI, justement, et elle en a la possibilité, de peut-être transformer ces CCIRT en lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, le quotidien d'une entreprise, c'est qu'elle n'a pas de solution de détection. Parce que la majeure partie des solutions de détection, elles disposent sur des dispositifs qui embarquent de l'IA très puissants, je parle d'OSINT notamment, et qui ne sont pas à la portée des PME. Donc pour pouvoir accéder, passer cette échelle, il va falloir que je sache si j'ai des fuites de données sur le clear, sur le clear web notamment. Et donc, comment je fais si je n'ai pas accès à cette technologie parce que légalement, je suis sur une zone rouge ou simplement parce que j'en ai pas simplement les moyens? Alors, on a un écosystème, on a des accords avec des compagnies d'assurance qui font aujourd'hui des scans cyber et pour inciter dans une logique de prévention les risques. Mais est-ce que c'est le rôle des assureurs de faire cela? Est-ce que c'est le rôle peut-être des entreprises, des syndicats que nous sommes, de nous substituer tel que cela? Non. Nous avons la chance d'avoir des CCIRT régionaux qui fonctionnent très bien et peut-être dans la collaboration avec l'ANSSI de leur permettre d'être des lanceurs d'alerte et d'avoir ces outils. Donc de doter les CCIRT et l'ANSSI de moyens complémentaires. Deuxième problématique, le problème de la lisibilité de la norme. La norme, pour qu'elle ait un sens et une direction, il faut qu'elle repose sur quelque chose. On a un enjeu de définition. Je n'ai pas simplement un problème de définition de la notion d'incident. Là, c'est l'avocat qui parle. J'ai 5 définitions de la notion d'incident. Qu'il s'agisse du RGPD, qu'il s'agisse de la NIS 2, qu'il s'agisse de DORA ou qu'il s'agisse du CRA. Donc déjà, il faut être un fin juriste pour essayer de s'y retrouver. Ensuite, sur la notion de risque, là pareil, je le retrouve 177 fois sur le RIA. J'ai énormément de mal à m'y retrouver sur des définitions de risque qui sont différentes. Donc je vais peut-être avoir besoin de réfléchir en termes de commun numérique, c'est-à-dire d'avoir une réglementation qui s'harmonise. Et ça, on l'appelle de nos voeux. Et pour qu'elle s'harmonise, il faut peut-être qu'on arrête d'avoir une guerre de régulateurs en Europe et qu'on se retrouve avec des régulateurs en France, c'est-à-dire je parle de l'ANSSI, je parle de la CNIL, qui travaillent ensemble, qui soient dotés de moyens supérieurs, plutôt que de faire peser le risque, encore une fois, sur le plus petit de la chaîne, qui n'en peut plus. 66 000 défaillances d'entreprises, ça parle. Les plus petits sont des maillons essentiels de la chaîne. Sans eux, la chaîne de sous-traitance, la logistique ne fonctionne pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'il n'y a pas de trésor. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne savent pas lire la norme. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas de direction générale. Ils n'ont pas de DPO, de délégué à la protection des données. Ils n'ont pas de RSSI mutualisé. Alors on est contraint, oui, de faire appel à un écosystème gratuit de bénévoles dont nous faisons partie. Parce que la souveraineté, elle commence par ça. Elle commence par défendre une compétitivité des territoires. Donc la norme, sens, direction, le postulat de base, c'est que si on veut transformer nos entreprises en entrepreneurs de la donnée, la première des choses, c'est qu'ils aient conscience de ce qu'ils ont. La deuxième des choses, c'est qu'ils connaissent l'écosystème.
La troisième, c'est que les CSIRT puissent être des alertes parce qu'eux ont des solutions de détection des incidents et de fuite de données. Donc ça, le texte le permet. Le troisième, la proportionnalité, on a su le faire pour le RGPD, on saura le faire. Et parce qu'on sait que l'ANSSI est avec nous là-dessus. Parce qu'elle a tout à fait conscience qu'il faudra peut-être plus de 3 ans et qu'il ne faut pas que la norme et les standards européens se retrouvent contre nos entreprises où finalement on va se retrouver à nouveau à entreposer nos stylos, notre mémoire dans les archives d'un autre. La souveraineté, c'est celui qui détient le pouvoir d'exception. Quand on parle de cybersécurité, on parle d'une arme d'intelligence économique. Et quand on parle d'intelligence économique, on a besoin de tous les maillons économiques de la chaîne. Et donc nous, modestement, eh bien oui, c'est ce retour au réel. On nous parle d'intelligence artificielle générative. Aujourd'hui, dans les entreprises, sans qu'ils en aient véritablement conscience, on déploie du copilote à tout va, sans avoir les moyens de paramétrer ce qui s'appelle Purview, c'est-à-dire l'étiquetage de la donnée. On ne sait même pas comment faire avec des DPO. Parce qu'on n'a pas les moyens de les avoir, alors qu'on sait comment mutualiser. Et là, on a une occasion unique de pouvoir doter nos institutions et nos organes de contrôle de moyens suffisants. Ne faites pas poser sur les entreprises ce poids-là. Aujourd'hui, le poids de cette cybersurveillance, de cette cybercompétence, puisqu'on doit transformer les organisations en systèmes aux 3 prenants, parce qu'il est question aussi de faire preuve de réalisme et de modestie, mais aussi de réalité. Concrètement, ce dont on a besoin, c'est de comprendre qu'est-ce qui va faire en sorte que demain, les investissements que je mets dans la cyber fassent de moi un producteur de bases de données, ce qui va dépasser la notion de charge et qui va rentrer finalement dans les métriques de performance extra-financière des entreprises. Ça fait 2 ans que les fonds d'investissement, pour la première fois, vous demandent des tech due diligence. C'est-à-dire que lorsque vous avez une entreprise qui se rapproche, on regarde enfin la solidité, la robustesse du SI et de l'outil parce qu'on n'investit plus à blanc. C'est fini l'argent magique. Donc aujourd'hui, le chef d'entreprise, eh bien, il va falloir, si on veut les faire entrer dans cette chaîne de valeur de la cyber, qu'on libère le patrimoine numérique des entreprises, des entrepreneurs et qu'on leur fasse confiance. Et donc des textes qui sont uniquement des textes sanctions avec des textes illisibles, ils sont contre-productifs parce qu'ils ne seront lisibles que par les plus gros. Et on va se retrouver avec du cannibalisme, on va se retrouver avec des questions de fermeture du marché. On va se retrouver avec finalement Made in Microsoft, la cybersécurité pour les autres, tout va bien, et avec des outils d'intelligence artificielle générative qui sont en réalité des éponges à données et des éponges à secret d'affaires. Donc aujourd'hui, pour remettre la réglementation à l'endroit, ce qu'a fait l'ANSSI est un travail absolument remarquable, il faut le rappeler. Nous avons des centres de réponse à incidents, je sais que ce n'est pas facile, donc nous aussi on veut de la proportionnalité, nous aussi on veut une des meilleures définitions du périmètre, mais tout ça on sait qu'on va l'avoir. En fait, il est question de moyens. Ne nous mettez pas, ne nous refilez pas la patate chaude. Vous avez des centres de réponse à incidents. Quand on suit une convention, quand un syndicat professionnel signe une convention, le MEDEF aussi l'a signé, les CCI l'ont signé, avec des centres de réponse à incidents, ça veut dire qu'on sait qu'on a besoin, évidemment, de mettre en place la cybersécurité. Quand un centre de réponse à incidents me dit que la moyenne générale des scores d'une entreprise, d'une PME, c'est 1,4 sur 5, c'est dire que l'échelle, il va falloir finalement qu'on la gravisse, mais on ne la gravira que tous ensemble. Parce que c'est la défense finalement de notre patrimoine, notre capital humain, notre capital numérique et notre vivre ensemble demain. Et il ne faut pas que tout soit magique, made in USA. Voilà, je termine. Merci beaucoup pour votre intervention et votre plaidoyer. Je vais passer la parole à notre rapporteur pour commencer pour les premières questions, si tu veux bien, M. Patrick Chaise. Avec plaisir, merci Monsieur le Président, et merci Mesdames pour vos propos liminaires qui nous plongent directement dans le sujet. Donc je veux vraiment vous remercier de votre présence et de votre disponibilité aujourd'hui en ces veilles de fête. Alors en ma qualité de rapporteur chargé de l'examen du titre 2 de ce projet de loi, mon intervention sera centrée sur la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant les mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, plus connu sous le nom de NIS 2. À l'occasion d'un déplacement à Bruxelles la semaine dernière, nous avons eu l'occasion d'échanger avec des représentants de la Direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies, la DG Connect, de la Commission européenne qui a piloté l'élaboration de cette nouvelle directive.
Les changements attendus pour le monde économique sont significatifs dans toute l'Union européenne, mais plus particulièrement en France, puisque cela se traduit par une augmentation estimée du nombre d'entités régulées de 500 à peu près 15 000 et du nombre de secteurs économiques concernés de 6 à 18 par rapport au précédent cadre de régulation de la directive Nice 1. Surtout, ce sont désormais par principe tous les systèmes d'information des entités régulées qui sont concernés. C'est un changement majeur de paradigme qui est à l'œuvre. Il ne s'agit plus seulement de sécuriser des infrastructures critiques, mais d'assurer la résilience des entités critiques. Autrement dit, la couverture est beaucoup plus large. Alors, plusieurs questions se posent. Vous avez déjà évoqué, ébauché quelques réponses. Je me permets peut-être de les reposer de façon plus littérale, en vous demandant si vous ne pensez pas que les entreprises que vous représentez sont, enfin, si vous pensez que les entreprises que vous représentez sont suffisamment informées des changements à venir. Donc vous avez déjà ébauché une partie de la réponse, mais je voudrais vraiment insister sur ce point-là parce que j'allais dire que finalement, ce projet de loi, s'il a une vertu, c'est vraiment qu'on se pose ces questions-là et qu'on arrive finalement à pouvoir diffuser auprès de l'ensemble des acteurs cette connaissance de risque. Aujourd'hui, j'aimerais avoir votre avis et votre retour sur votre estimation et sur le travail à mettre en œuvre pour cela. Je voudrais savoir aussi si vous pensez que l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, est suffisamment bien identifiée par le monde économique comme un interlocuteur de confiance dans le domaine de la cybersécurité. Les entités régulées par la directive Nice 2 devront s'enregistrer auprès de l'ANSSI, mais aussi lui signaler les incidents significatifs de cybersécurité, comme vous l'avez rappelé. Et il est donc important qu'on l'identifie dans la chaîne. Et j'aimerais avoir là aussi votre retour plus précis sur ce point-là. Parmi donc, les entreprises que vous représentez, avez-vous une idée du nombre d'entre elles qui seront qualifiées d'entités essentielles, car exerçant une activité hautement critique, ou d'entités importantes, car exerçant une activité critique? Est-ce que vous avez déjà des estimations précises sur ce point-là? Le projet de loi confie à juste titre à l'ANSSI des pouvoirs importants en matière de supervision, de contrôle des obligations des entreprises et de sanctions en cas de manquement à ces obligations. Vous l'avez exprimé, mais je pense qu'afin de permettre une application douce et progressive, seriez-vous favorable à une période d'adaptation et d'accompagnement? Vous avez déjà répondu à cette question. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et sur les sanctions qui sont prévues, est-ce qu'elles vous semblent proportionnées et adéquates en fonction des différents types types de sanctions et types d'entreprises? Voilà pour les premières questions que je souhaitais poser à ce stade. Ok, alors vas-y. Alors oui, je pense qu'on va se retrouver. Donc, Xori, je suis sénateur du Loiret. Et je suis ici en tant que rapporteur au titre de la Commission des Affaires étrangères de la Défense, dont je suis membre. Et donc, il me revient d'instruire le titre premier du projet de loi, donc relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. Donc, qui transpose en droit français la directive dite directive REC. Vous avez dans vos propos, et je vous remercie à la fois de votre présence et de ces propos, vous avez abordé différents sujets autour des moyens et de l'accompagnement, de la proportionnalité, de la compétitivité, sujet que je retrouve dans les quelques questions que j'ai préparées à vous poser, qui vont être rapides et qui recoupent un peu celles qui viennent d'être exprimées. D'abord, quel bilan tirez-vous du dispositif actuel de sécurité des activités d'importance vitale? Quel poids pour vos entreprises? Est-ce que celles-ci adhèrent globalement au système? Je pense qu'elles sont d'une façon différente soumises à différents risques et on peut imaginer que en fonction de l'importance de ce risque, leur appétence, si je puis dire, par rapport à ce genre de sujet est plus ou moins important. Comment évaluez-vous la philosophie générale de la directive REC et du titre premier du projet de loi, notamment leur priorité donnée à la résilience
résilience sur la simple protection. Troisième question, selon vous, les obligations prévues dans le titre premier, donc plan de résilience opérateur et particulier, notification d'incidents, exigences spécifiques pour les entités critiques européennes, sont-elles pertinentes et surtout proportionnées? Vous avez commencé déjà un peu à répondre à cette question, mais je souhaiterais que vous développiez. Quatrièmement, comment jugez-vous les mécanismes de contrôle et de sanctions prévus en cas de manquement ou d'obstruction, notamment les plafonds de procédure et les garanties associées? Et puis, peut-être deux dernières questions. Est-ce que vous avez le sentiment que les dispositifs d'accompagnement proposés par l'ANSSI répondent aux obligations de ce projet de loi? Et puis, bien sûr, c'est précieux pour nous, mais vous avez commencé également à le faire, à avoir un retour de terrain de votre part. Quel ressenti général émane donc de ce terrain? Qu'en est-il des entreprises que vous représentez? Quelles sont leurs attentes? Si vous pouvez également développer sur ce sujet. Je vous remercie. Alors, pour répondre aux questions qui ont été posées déjà de M. Patrick Chaise, sur l'état des lieux, nous avons fait avec l'Ipsos une enquête sur l'état de la maturité des investissements cyber dont il ressort qu'un tiers des sondés avouent leur méconnaissance complète des questions réglementaires et l'autre tiers, vous pouvez additionner, leur manque de ressources humaines. Donc là, on a un problème de moyens, on a un problème de compétences. Donc le fait de transformer l'entreprise sous l'angle de la réglementation que l'on connaît déjà par ailleurs, parce qu'on a le Code du travail, on avait déjà le pilier, le RGPD et cette réglementation sectorielle, qu'il s'agisse de NIS 2 ou de DORA, c'est de transformer l'entreprise en système auto-apprenant. Donc intégrer la norme, faire monter en compétence finalement le personnel, puisqu'on est confronté à un déficit de moyens. Donc là, premier défi, la formation. Les dispositifs d'incitation à la formation, quels sont-ils? Ce sont aussi des dispositifs de financement. La deuxième question, c'est sur la philosophie de la résilience. C'est notamment au niveau de DORA, c'est une réglementation qui est très intéressante puisqu'elle irrigue également, et on parle enfin de remédiation, c'est cette résilience opérationnelle, c'est-à-dire c'est d'arriver à se détacher finalement de la logique dans laquelle sont certaines directions des systèmes d'information. On se retrouve à faire de la conformité en cochant des cases et de la documentation sans s'intéresser véritablement au niveau opérationnel à comment ça fonctionne. C'est parfois beaucoup plus simple, c'est savoir qui est l'humain derrière le clavier, est-ce qu'il est en capacité finalement dans une interface homme-machine de résister à son biais d'automatisation et de se poser les bonnes questions. Donc aujourd'hui, sur le domaine qui nous occupe en matière de résilience, on est confronté à ce qu'on appelle une polycrise, à une explosion des risques cyber et une nécessité de s'outiller. Et s'outiller, quand on est confronté à des menaces qui ont été rappelées tout à l'heure de type intelligence artificielle, ça veut dire que de l'autre côté, eh bien dans une cascade opérationnelle, je me retrouve aussi avec un outil d'IA. Donc ce qui va compter, c'est la qualité de la décision, c'est-à-dire de former nos hommes face à une interface homme-machine, à pouvoir toujours exercer leur esprit critique. Ça, c'est de l'opérationnel, c'est du terrain. C'est de se dire que finalement, à partir du moment où j'ai un outil, il peut être hacké. Et que s'il peut être hacké, il faut que je puisse exercer une décision et que j'ai la capacité de la contester. Ensuite, au niveau des obligations, là où le bas blesse, et ça c'est une expérience terrain que je vous fais non seulement de chef d'entreprise, mais de praticien de la donnée, c'est qu'au niveau des obligations déclaratives et de notification, on est toujours sur le pas vu, pas pris. Si vous avez déjà regardé à quoi ressemble une notification de violation de données, vous pouvez aller sur le très beau site de la CNIL qui est très accessible. Eh bien, c'est assez délicat pour le dirigeant qui est dans cette logique malheureuse du pas vu, pas pris, peut-être très latine, mais il a un peu de mal à s'auto-incriminer. Alors vous imaginez, je me suis livré au même exercice, j'ai envoyé, mais évidemment au sein de la CPME, on a rendu visible l'ANSSI, on a même rendu visible, on a mis tous les liens sur « déclarez-vous, est-ce que je suis soumis à la NIS 2 ?» Déjà, les dirigeants ont un peu de mal à rentrer sur ce type de dispositif et puis ils ne sont pas friands de l'auto-incrimination, entre guillemets, alors que c'est utile, alors que le dispositif est très bon. Donc on va se retrouver finalement paradoxalement avec plus de personnes qui vont chercher à échapper à l'application de la règle plutôt que de se poser des questions opérationnelles. Donc ensuite, le troisième point, c'est sur l'accompagnement de l'ANSSI. Est-ce qu'il est suffisant? J'ai envie de vous dire, c'est jamais suffisant. Donc là, et je tiens à le redire, le rôle des CSIRT me semble absolument important
Pourquoi? Parce que l'offre actuelle en cybersécurité, je le vois sous l'angle de la CPME, eh bien, elle est surdimensionnée. Nous sommes rendus, on va à beaucoup de conférences et on fait des ateliers cyber, on les invite, c'est gratuit, etc. Toute l'offre autour de nous, on va dire, à grand renfort de publicité, d'outils très compliqués, à base d'IA, marketing, etc., c'est peu lisible. Donc cette offre, elle est surdimensionnée. Donc on redescend pour la chaîne d'approvisionnement que nous sommes. Essentiel, petit maillon, mais maillon important quand même, puisqu'on se retrouve, on se retrouve avec des contrats dans lesquels on va nous demander d'être à l'état de l'art, sans aucune définition de l'état de l'art. Hein, l'état de l'art en cybersécurité, très peu y parviennent, et si vous avez un bon RSSI, vous allez essayer de toucher le Graal. Mais il faudra que vous ayez une très bonne connaissance des textes, mais pas simplement les textes, des lignes directrices, savoir ce que c'est que le CEPD, savoir ce que c'est que la CNIL, ça arriver à lire les décisions de justice, donc quand même une grosse veille documentaire. Qui peut nous rendre ce service? Ben, ceux qui peuvent nous rendre ce service, ce sont ceux qu'on finance au niveau régional parce qu'il faut de la proximité. On peut aller à Paris pour arriver à lire une règle. Donc on a la chance d'avoir un maillage territorial autour de centres de réponse à incidents dont c'est le rôle, qui travaillent main dans la main avec l'ANSSI. Donc la proximité, c'est essentiel. Premier point, on fait aussi, finalement, on est vertueux au niveau du carbone. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas d'alerte, je n'ai pas les moyens, moi, d'avoir, par exemple, des alertes, des détections de failles. Et donc j'ai la possibilité, pour autant que certains textes soient amendés, on peut comprendre que, par exemple, on pourrait essayer d'améliorer la notion de recel de leak, par exemple. Je donne des suggestions de recel de leak. On en reviendra, mais c'est pour permettre à certains de pouvoir faire de la détection de fuite de données. C'est ce qui va permettre aux dirigeants de se saisir de la problématique. Eh bien, au niveau des centres de réponse à incidents régionaux, eh bien, il faut que les PME puissent s'adresser à des tiers non marchands, il faut le dire. Et on a besoin d'un diagnostic. C'est quoi l'état des lieux? Vous avez des fuites, vous n'avez pas de fuites. 2, on a besoin de formation, on a surtout besoin d'une feuille de route et de suivre cette conformité. Parce que demain, si on veut travailler avec des ETI, demain, si on veut être co-contractant, sous-traitant, tout simplement avoir une offre de valeur vis-à-vis de mon donneur d'ordre qui est soumis à la NIS 2, bien évidemment, là c'est l'avocat qui parle, qu'il va me répercuter ses propres obligations avec les moyens que lui a. Donc je me retrouve dans une cascade d'obligations et donc je suis toujours en cybersécurité sur des enjeux en réalité de qualification juridique des acteurs, au premier rang desquels enjeu de responsabilité. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de gouvernance du risque. Je suis plus gros, je gouverne mon risque et je vais me retrouver à scanner tous mes petits de la chaîne de sous-traitance avec des outils très puissants. Mais mes petits, sans même le savoir, s'ils ne savent pas qu'ils ont des fuites de données, ils ne comprendront même pas pourquoi ils ne sont pas pris sur un marché. Donc les appels d'offres, etc. Donc on a besoin des centres de réponse à incidents. Et on a besoin de cette règle de proportionnalité. Et la proportionnalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut faire monter tout un écosystème à l'échelle, il faut aussi savoir redescendre à son échelle. Et redescendre à son échelle, ça veut dire pouvoir avoir un opérateur de confiance. Quel CECIRT? Pouvoir rentrer dans une logique peut-être non marchande, je le dis parce que c'est important, et avoir des niveaux d'homologation en termes de cybersécurité qui soient entre mon aide cyber et NIS 2. Et là, ce tiers de confiance jouera pleinement son rôle et on va avoir un écosystème qui va monter en maturité. On a 3 ans pour le faire, si j'ai bien compris. Et là, ça va marcher. Là, ça va marcher parce que nous, notre but, c'est de véritablement les transformer en entrepreneurs de la donnée. C'est de pouvoir travailler ensemble sur ces nouveaux entrepôts de données. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lire la réglementation sur la cybersécurité sans s'intéresser à tout ce qui se passe autour, le Data Act, le DGA, et finalement tous les appels à projets de la BPI sur la constitution d'entrepôts de données. Nous ne sommes riches, peut-être nous en Europe, que de notre créativité, notre agilité et notre capacité de travailler ensemble sur des mesures alternatives que nous offrent les GAFAM. Et là, on va y arriver. C'est cette mutualisation qui me semble importante. Si j'ai pu répondre aux 4 questions qui me sont posées. Madame de Merlet. Alors, sur la question effectivement de l'information des entreprises, je m'inscris dans la remarque qui a été faite. Effectivement, il y a un manque d'information très clair. Je crois que la CSNP avait suggéré qu'il y ait une campagne d'information. Je pense que globalement, toutes les questions de cybersécurité mériteraient un peu plus de communication et d'information. Cybermalveillance, avec notre collaboration, j'allais dire aussi côté entreprise privée, a communiqué avec le mois de la cyber en octobre, des actions très précises. Et quelque chose que nous avons fait ensemble,
ensemble avec la CPME et l'UDP qui n'est pas là, mais c'est faire l'alerte cyber. C'était un peu le principe, effectivement, de communication à grande échelle, une forme, alors je ne voudrais pas galvauder un système qui est très important, parce que, évidemment, c'est dans des cas très sérieux, mais d'alerte enlèvement, mais il y avait un peu une idée de dire, et c'est l'idée nous est venue quand il y a eu SolarWinds, c'est quand il y a un cas de cybersécurité qui peut impacter toute entreprise et qui a une remédiation existante qui est facile à mettre en œuvre, y compris par un non-expert, alors il faudrait pouvoir communiquer largement vis-à-vis des entreprises. Et donc, sur cette base-là, il y a eu effectivement, j'irais une douzaine ou un peu moins de 15 d'alertes cyber en près de 2 ans. Ça veut dire qu'on a vraiment sélectionné des cas très précis sur lesquels, d'ailleurs, nous n'avons été que diffuseurs, puisque c'est Cybermalveillance et l'ANSSI qui rédigent les alertes, mais nous les diffusons au travers de notre réseau, et je pense qu'on couvre une bonne partie des entités économiques françaises. Est-ce que ça a eu un impact? Je l'espère, mais on aurait besoin effectivement d'outils un peu global et généralistes, parce que le CERT.fr qui est publié sur le site de l'ANSSI, je ne sais pas si vous avez été voir les alertes quotidiennes, puisqu'il y en a plusieurs par jour de tout type, elles ne sont pas lisibles par quelqu'un qui n'est pas un expert. Donc on a un problème d'information. Je pense qu'il y aurait moyen de trouver une intermédiation, une sorte de météo de la cyber, qui puisse communiquer aux entreprises quand même les cas les plus sérieux sur lesquels elles peuvent agir. Soit dit en passant, et ce n'est pas pour taper sur aucune entreprise, il existe aujourd'hui des entreprises qui ont des produits software sur le marché, dont la fin de maintenance informatique au point de vue de cybersécurité, c'est à peu près, j'allais dire, le calendrier postal des saints nationaux. C'est-à-dire, globalement, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, il y a un produit, on arrête le 15 novembre 2027, l'autre, c'est le 3 décembre 2030, etc. Donc, en fait, il n'y a aucune lisibilité pour les entreprises de quand s'arrête la maintenance cybersécurité de certains des produits software en diffusion. Donc, on a besoin de clarification et de trouver des outils simples. On a besoin d'accompagner, effectivement, peut-être ces directives d'une grande campagne de communication. Alors, sans vouloir contredire la CPME, avec qui je pense nous sommes très alignés, nous ne souhaitons pas avoir un service public de la cybersécurité. Mais il y a quand même un moyen de trouver de l'aide, peut-être, surtout dans cette période de transition, qui soit renforcée. Donc, c'est pour nuancer. Et notamment, le cybermalveillance, encore eux, décidément, je ne suis pas du tout payée pour citer leur nom, avait créé un label cyber-expert. Parce que justement, sur le terrain de la confiance et de la cybersécurité, on a besoin d'avoir des opérateurs indépendants, alors qui sont dans le secteur marchand, certes, mais qui ont été labellisés par une entité qui n'a aucun intérêt commercial dans cette histoire. Parce qu'on a besoin de gens qui sont spécialisés. Et moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une communication plus large sur ce label, cyber-expert, pour savoir à qui je peux m'adresser autour de moi, qui est compétent et qui ne va pas me vendre de la salade, qui va être quelqu'un de confiance. Et effectivement, parce que les coûts de mise en conformité sont importants. Et d'ailleurs, j'allais dire, quelque chose qui nous a un petit peu choqué dans le texte, c'est non seulement les coûts de conformité risquent d'être importants, mais les coûts de contrôle. C'est-à-dire que si on lit bien l'article 14, si je me souviens bien, c'est bien les contrôles de l'ANSSI sont aussi à la charge de l'entreprise. Donc là, il va peut-être falloir regarder ça, parce que si l'URSSAF vous contrôle, c'est jamais très agréable, évidemment, mais les coûts du contrôle de l'URSSAF ne sont pas à ma charge. S'il y a un redressement, il l'est, évidemment. Mais c'est autre chose. Donc effectivement, et notamment les sanctions sur la proportionnalité, là aussi, le coût est, j'allais dire, très élevé, et notamment dans la directive, en dernier recours, il pouvait y avoir peut-être recours à une sanction sur l'interdiction d'exercer. Donc là, je vois que c'est dans l'article 37, alinéa 13, la commission des sanctions peut interdire à toute personne physique exerçant les fonctions de dirigeant dans l'entité essentielle d'exercer les responsabilités dirigeantes de cette entité jusqu'à ce que l'entité ait remédié au manquement. Alors là, nous, tout simplement, on est tout à fait contre cette disposition. Parce qu'il nous semble que c'est très cher payé en termes de direction de l'entreprise, que effectivement on puisse aller jusque-là. Déjà, il y a des sanctions financières qui nous semblent déjà très importantes. Je ne vois pas qu'une interdiction de diriger puisse être prononcée. Je ne vois pas l'intérêt pour notre cyber-résilience de prononcer des sanctions de telle sorte. Et effectivement, bon, je ne sais pas vous dire combien d'entreprises ça pourrait viser parmi nos membres. J'imagine que la plupart de celles qui seront EI et EE seront certainement dans les membres du MEDEF. Il y a de fortes chances que les 15 000 soient parmi les 200 000. Mais je ne sais pas vous dire lesquels c'est exactement, et on n'a pas de recensement exact.
Pour la partie REC, moi on s'est moins penché sur cette partie-là puisqu'elle est un peu plus spécifique. En revanche, ce qui est certain, c'est que les entreprises qui étaient anciennement OIV et qui finalement vont le rester, si je comprends bien, elles sont aguerries maintenant depuis, depuis le temps, d'une certaine manière. Celles qui étaient OSE avaient eu déjà un peu de mal à rentrer parce qu'elles s'étaient rajoutées à la première liste. Et c'était d'ailleurs sur les OSE que nous, au MEDEF, on avait particulièrement eu du fil à retordre pour contacter les secteurs et les entreprises potentiellement rentrant dans ce périmètre. Maintenant, j'allais dire celles qui vont rester dans ce cadre-là, je crois, sont quand même assez bien habituées aux contraintes et aux attentes qui sont les leurs. Je pense que la notion de résilience est très importante. Pour moi, j'allais dire, et c'est peut-être la plus importante, j'ai eu un chef d'entreprise un jour qui m'a dit « Ah, mais de toute façon, moi, je fais toutes les sauvegardes. Ces sauvegardes ne sont pas connectées à Internet et elles sont effectuées tous les 2 jours. Donc, au pire, ce que je perds, et je rejoins ce que la CPME a dit, c'est 2 jours de données. » Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, c'est la résilience, finalement, qui compte. La cyberattaque, c'est beaucoup moins grave quand votre capacité de résilience est quasiment à 100%. Donc après, la prévention de menaces de toute nature, y compris terroristes, alors je ne sais pas si c'était dans le texte de Nissin, excusez-moi, j'ai mauvaise mémoire, mais on ne peut pas non plus demander aux entreprises d'être devins. Donc attention aussi à ne pas leur demander de prévoir tout et n'importe quoi, je ne pense pas. Il y a des directeurs de la sécurité et de la sûreté, d'ailleurs à leur association et partenaires du MEDEF, ils sont très bons professionnels. Après, on ne peut pas leur demander d'inventer des choses qui dépassent l'entendement. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à deux de mes collègues qui ont fait la demande. Simplement pour dire par rapport aux CECIRT, c'est d'abord les CECIRT, il n'y en a pas dans toutes les régions. Il y a déjà une région qui n'a pas voulu de CECIRT. Deuxièmement, ça a été une décision qui a été prise par l'ANSSI à un moment où il y avait une manne budgétaire lors du Covid et que donc effectivement maintenant ce serait à la charge des régions et que ça n'est pas financé. Et donc effectivement ça fait partie des sujets de nos préoccupations dans le cadre de l'audition de l'ANSSI sur son budget, de savoir si le modèle qui est proposé est finançable et donc il peut être soumis par l'ANSSI. Et je rejoins la proposition, enfin ce qui a été dit par le MEDEF, qu'effectivement la question se pose, est-ce que nous avons besoin d'un service public ou pas pour ça? La question quand même dans ce domaine, c'est nos limites budgétaires se dressent devant tout le monde et je ne pense pas que ça me semble difficile et ça nous semblera difficile d'avoir un budget qui se lève pour ça. Je vais passer la parole Damien Michelet, premier, et ensuite Catherine Morin-Desailly. Merci Président, merci Mesdames pour vos mots. On aura envie de poser plein de questions parce que cela amène à pas mal de sujets. Peut-être juste commenter, on a beaucoup parlé RGPD, on est quand même sur une directive totalement différente. La RGPD avait une approche très punitive, là on est quand même dans une opportunité de productivité et de compétitivité, en tout cas pour les acteurs économiques qui positionnent la directive un peu différemment. Et par contre ça amène quand même à une prise de conscience qu'on doit avoir, c'est qu'on doit être dans une transposition stricte et pas dans une surtransposition. Parce qu'il y a alors on l'a entendu un peu, mais il y a quand même un enjeu économique pas neutre. Et à surtransposer, on viendrait alors alourdir cette directive qui, on le voit comme une opportunité parce que ne pas s'aligner avec les risques ou contre les risques cyber, ça poserait des vraies difficultés à nos entreprises. Mais aller trop loin, ça en poserait bien d'autres. Et un vrai problème de compétitivité. J'aurais plein de questions, je vais me limiter à deux et seulement 2 questions. La première, parce que j'ai entendu la RGPD, mais je n'ai pas entendu toutes les autres choses qui arrivent, comme la CSRD, j'arrive jamais à le dire, CSRD, la DEMAT, qui viennent tout en même temps. Et là, vous n'évoquez pas de planning, ou en tout cas, pas encore. Donc, je vous pose cette question, tout va bien? Il y a plein de choses qui arrivent dans le numérique ou dans la démat et vous n'êtes pas encore, alors ce sera ma première question, donc voir sur les 2 typologies d'entreprises que vous représentez, ça c'est la première. Et puis la deuxième, l'ANSSI avait estimé lors de l'étude d'impact, en tout cas dans son cadre initial, un coût plus ou moins quant à un alignement des entreprises sur ces risques cyber. Est-ce que vous, avec vos membres, vous avez estimé le coût, soit
par rapport à un chiffre d'affaires, par rapport à une activité? Est-ce que ces estimations, alors, de manière très macro, mais qu'on ait l'info de ce que cela pourrait coûter? Voilà pour mes questions, Président. Merci beaucoup. Catherine, Madame Saïd. Merci, Président. Je suis très intéressée par la question des CICERT et des remarques que vous avez faites à leur sujet. Je viens d'une région qui a mis en place le premier CICERT, donc forcément, c'est toujours intéressant de voir le retour de cette organisation et comment ça fonctionne et comment vous appréhendez en fait l'aide qui peut vous être apportée par les régions en corrélation avec l'ANSSI. Est-ce que vous pensez, j'ai cru comprendre que vous avez évoqué ce sujet, que l'échelon régional semblerait être le bon échelon, en tout cas un échelon suffisamment proche pour pouvoir peut-être apporter une réponse qui doit être le plus possible globale et coordonnée. Par rapport à cette réponse globale et coordonnée, il n'y a pas que les CICERT, il y a aussi les services de la gendarmerie, de la police, avec des compétences dédiées. Comment marche cette articulation pour vous? Est-elle satisfaisante? Enfin, on a parlé du RGPD, donc il y a forcément aussi une relation à la CNIL. Et nous rendre un rapport à la Commission des affaires européennes sur ce qu'on appelle la dérive normative de l'Union dans son mode de gestion. Et on voit aussi dans le rapport Draghi la mise en application du RGPD extrêmement contraignante et compliquée pour les entreprises. On voit l'accumulation aussi des textes liés aussi à la cyber. Comment vos entreprises vivent-elles tout ça? Et est-ce qu'elles expriment, je crois avoir compris, un fort besoin de communication, de structuration d'un service public dédié? Est-ce pas, plutôt qu'un besoin de communication d'ailleurs, un besoin en montée en compétences numériques de tous, en réalité, formation initiale, formation continue, comment ça peut, selon vous, s'organiser? Et j'ai une dernière demande de question, Madame Audrey Linkenheld. Merci. Audrey Linkenheld, sénatrice du Nord. Moi, je me suis fait voler deux parties de mes questions sur les CICERT, à la fois par Olivier Cadic et Catherine Morin-Desailly, mais ça montre qu'on a tous un peu les mêmes interrogations sur ce sujet. Donc tant mieux. Je rajouterais, en plus de ce qu'ils ont tous les deux dit sur ce sujet, notamment sur la question de la fin des financements, qui n'est pas sans poser de questions, à la fois sur la question de l'argent, mais aussi de la compétence des régions. J'ajouterais deux questions, ou peut-être même trois. D'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous pensez de l'articulation entre les CICERT et les campus cyber, en tout cas là où il en existe? Est-ce que vous pensez que c'est bien d'avoir ces deux outils côte à côte, parallèles? Est-ce que vous pensez que, comme ça se fait dans certaines régions, il est bon de les rapprocher davantage? Est-ce que cette collaboration est une forme de réponse à ce que vous avez dit, Madame, de la CPME sur le rôle de lanceur d'alerte des CICERT, que je ne suis pas sûre d'avoir complètement comprise, puisque pour moi, les CICERT interviennent soit sur la sensibilisation, soit ensuite sur la réponse à incident, et du coup, je ne vois pas très bien, en tout cas en l'état actuel de leur organisation, comment ils pourraient devenir lanceurs d'alerte, mais je trouve que c'est une idée intéressante, donc est-ce que vous pourriez l'expliciter davantage? Et enfin, question peut-être plus de curiosité, mais on sait que dans Nice 2 seront concernées les entreprises que vous représentez ici, mais aussi les collectivités. Est-ce que vous pensez que ces outils ont raison de s'adresser en même temps aux deux types d'entités, collectivités ou entreprises, étant entendu que pour les entreprises, il y a des enjeux de données, vous l'avez tous dit, il y a aussi des enjeux financiers qui sont un peu différents quand même de ce qui se pose aux collectivités, qui ont moins d'impact en termes de chiffre d'affaires quand elles sont attaquées, qui ont pour les entreprises moins d'impact vitaux parfois aussi, sauf celles qui sont directement dans le champ de la santé. Mais voilà, est-ce que ces différences-là font que pour vous, finalement, il vaudrait mieux les traiter différemment, ou qu'au contraire, la solution qui se dessine pour l'instant, et qui personnellement a plutôt ma préférence, mais j'aurais voulu vous entendre là-dessus, est-ce que cette solution un peu conjointe vous paraît pertinente? Merci. Alors, je me propose de répondre à la question sur les CICERT, sur l'articulation d'abord avec le campus cyber. Alors, les campus cyber, moi, je vais parler de ce que je connais, modestement. Donc, je connais l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine.
Le campus cyber de la Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi un CCIRT. Ils sont une vingtaine. Ça fonctionne très bien. On est invité. On peut finalement faire beaucoup de formations gratuites à destination du tissu industriel, mais ce n'est pas ça qui va être important. Ce qui va être important, c'est l'échange de bonnes pratiques et la remontée d'informations. Je donne un exemple sans donner le nom de l'entreprise, bien évidemment. Il y a eu malheureusement une entreprise qui a fait l'objet d'un ransomware et qui, par capillarité, a touché à peu près 80 entreprises. La problématique, c'est que lorsque du jour au lendemain, vous ne pouvez plus facturer avec votre CRM, c'est une mise à mort. Donc là, on se retrouve avec une cascade, malheureusement, de défaillances d'entreprises. Donc la question qui est posée derrière cela, c'est quel est le coût pour une entreprise plus petite? Nous, il est névralgique, il est létal. C'est-à-dire que du jour au lendemain, si vous ne pouvez pas facturer, vous n'avez pas forcément 3 mois de trésorerie. Et là, je me retrouve sur 1 mois, je n'ai pas de CRM, j'ai l'écran noir de mes données, une défaillance d'un éditeur qui va impacter ces 80 clients. Et les 80 clients, en même temps que l'éditeur, ils vont tous se tenir par la main pour aller devant le tribunal de commerce. Donc ça, c'est un sujet et ça se déroule en quelques mois. Ça va très très vite. On n'a pas le temps d'aller chercher Logbit, etc. Non, c'est pas de financement, pas de possibilité d'avoir accès à sa donnée, pas suffisamment de sauvegarde et le temps de la facturation, le temps économique n'est pas le temps réglementaire. Bien sûr qu'ils ont fait les notifications, bien sûr que sur la conformité, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et il y a eu une réaction très vertueuse de l'ANSSI qui s'est intéressée, etc. et des CCIRT, mais économiquement, quand on ne peut pas facturer, c'est terminé. Donc là, première réponse, pour la taille importe pour absorber les chocs toujours plus nombreux. Et là, la question de la taille, elle est vitale pour l'organisation. Au niveau du mode de fonctionnement d'un CCIRT, un centre de réponse à incidents, alors aujourd'hui, je sais qu'il y a Campus Cyber, ce ne sont pas des opérations immobilières, du moins je ne pense pas, mais il y a un effort de formation pour transformer, comme je le disais tout à l'heure, les entreprises en système auto-apprenant, mais surtout avoir de l'échange d'informations. Ce que j'ai pu constater à titre personnel, et ce qui est ressorti dans l'enquête avec Ipsos, c'est quand on vous dit que moins d'une entreprise sur 2 dispose d'une solution de détection, si je veux les amener à monter en gamme dans la maturité cyber, il faut qu'elles aient des solutions de détection. Et donc ces solutions de détection qui sont assez puissantes, elles sont au niveau étatique souvent. Et donc l'idée, quand on lit l'article 24, c'est peut-être de se dire qu'avec l'ANSSI qui dispose de l'agrément, peut-être pour l'avenir, pas maintenant, si on souhaite conserver les centres de réponse à incidents avec un mécanisme de financement à imaginer, qui ne serait pas uniquement régional, mais comme ils sont là, on va pas, et que ça fonctionne, du moins dans les régions que j'ai citées, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, où on est sur le terrain, et bien l'idée, et là c'est des échanges avec l'ANSSI, avec ceux qui s'occupent du campus cyber, qui sont des ingénieurs informaticiens, qui sont des officiers de gendarmerie, nous disent, ça serait quand même intéressant qu'on puisse faire remonter l'information plus tôt. Dans le cas qui nous occupe, si on avait pu faire remonter la fuite plus tôt, on aurait pu peut-être plus tôt, sur les entreprises clientes, assurer les sauvegardes, s'intéresser et éviter cette contagion. Donc ça, c'est une solution opérationnelle assez basique, mais peut-être comme on a les outils, on a les hommes, on a des gens compétents localement ou pas, peu importe qu'ils existent ou pas dans d'autres régions, même si on n'a plus que 5 ou 6, c'est les grosses régions industrielles, celles qui sont aussi la cible des incidents. Ensuite, pour la deuxième question qui est liée à l'articulation de la norme avec la dichotomie public-privé, moi je considère qu'on a une seule et même chapelle, la défense de la compétitivité du territoire, et que ça doit aller ensemble. J'ai pu, à titre personnel, travailler avec Départements de France, et avec Départements de France, vous savez très bien qu'il y a des départements qui ont été touchés par des cyberattaques d'ampleur, extrêmement graves, et ce qui a eu lieu et ce qui a été organisé est franchement une initiative à saluer. On s'est enfermé dans une salle comme celle-ci, enfermé au sens premier du terme. Et le président a souhaité que les DSI, les élus, les directions juridiques parlent ensemble et expliquent pourquoi, dans certains cas, dans un département, eh bien, en 2 semaines, ils avaient pu remonter les données et s'en sortir, et pourquoi dans d'autres, il avait fallu 3 mois. Mais des choses tellement simples qui sont remontées. Des choses tellement humaines, telles que payer les sous-traitants un week-end, etc., telles que où est le chéquier, telles que la cellule de crise qui n'avait pas été mise en place, et ce qui est ressorti au bout d'une simple journée, c'est-à-dire que vous avez une centaine de départements ensemble, avec tout ce petit monde, et qui réagit et qui se pose des questions, eh bien, on a réussi à faire un plan de réponse à incident juste derrière, qui a été communiqué, c'est pour ça que je parlais de commun numérique, qui a été envoyé à tout le monde, parce que les départements, ils n'ont pas d'argent.
Ils ne sont pas forcément formés. Donc quand vous faites une formation pour 100 personnes, c'est pareil que pour 10. Mais au moins, il y a quelque chose qui se passe. Je crois énormément, à titre personnel, à l'intelligence collective. Donc, ces centres de réponse à incidents, ces campus cyber, peu m'importe le nom, ce qui compte, c'est que remonte l'intelligence collective et qu'on ait envie de sortir un livrable. Et donc, on va dire, on a la possibilité de sortir des documents qui vont être implémentés et qui vont être, sans bourse déliée, eh bien, aider, on va dire, les directeurs des systèmes d'information de département, qui sont parfois les parents pauvres, parce qu'il y a ce déficit de moyens dans les collectivités. Et la nouvelle réglementation est intéressante parce qu'elle monte le standard. Elle dit, voilà ce que tu dois faire. Voilà comment ça se passe. Là où la nouvelle réglementation pêche, c'est effectivement dans cette absence de lisibilité des définitions, dans cette peut-être cacophonie en termes de déclaration, de notification avec des délais, quand on les connaît, moi je les connais, entre l'OPMI 72 heures, la distinction entre un incident de sécurité et une violation de données, c'est pas aisé au sens du RGPD, ça reste le pilier quand même. Et c'est une boîte à outils qui est intéressante quand on remet la main sur ces données. C'est une réglementation qui est orientée sur la défense et la protection des données. Le RIA, ça va être une réglementation produit qui va être sur la défense de l'innovation. Et effectivement, NIS 2, on voit c'est pas un millefeuille, c'est-à-dire qu'on comprend comment fonctionne toute cette réglementation quand on la met bout à bout. On comprend que c'est une volonté de remettre la main sur le patrimoine informationnel et d'en faire quelque chose. Pour en faire quelque chose, il faut qu'il soit protégé. Les mesures de sécurité, qu'il s'agisse de réglementation sectorielle DORA, NIS 2, LPM, en passant par la CSRD, c'est la seule et même logique. C'est en faire moins mais mieux. Quand vous faites du RGPD, c'est un des périmètres, ça rentre dans le périmètre de la CSRD, on vous dit minimisation des données, mais c'est de la soutenabilité. Donc on a cet enjeu de valeur et de soutenabilité, évidemment. Il ne s'agit pas de faire de l'IA parce qu'on peut faire de l'IA, il s'agit d'avoir des bonnes pratiques tous ensemble. Quand on se réunit tous ensemble, on fait des bonnes pratiques, on fait de la CSRD sans le savoir, comme M. Jourdain. Donc finalement, la réglementation, quand on comprend comment elle fonctionne, il s'agit d'éviter qu'elle ne soit redondante. Quand on vous dit de faire des analyses de risque sur du déploiement d'outils à base d'IA, vous n'allez pas faire tout seul dans votre coin l'analyse d'impact RGPD, puis après vous allez vous faire une analyse d'impact RIA. Qu'a dit la présidente de la CNIL il y a 2 semaines? Elle a dit on va faire en sorte que les analyses de risque, elles puissent être, on va éviter qu'elles soient redondantes. Donc c'est la même logique, c'est l'approche par les risques, c'est de la régulation. Et donc il y a la réglementation et il y a la régulation. Faire confiance aux opérateurs économiques pour qu'ils fixent aussi leurs bonnes pratiques. Et l'accountability, ça veut dire quoi? Ça veut dire se responsabiliser. Donc on n'a pas besoin d'un empilement de normes, on a besoin aussi de savoir se mettre ensemble pour les mettre en place ensemble ces bonnes pratiques opérationnelles. Si je suis dans le secteur de la défense ou si je suis dans le secteur du spatial, j'ai des bonnes pratiques particulières sur la réglementation orbite basse, etc. On a une réglementation qui n'est pas simple, mais on est sur des technoduales. Donc là, j'ai besoin de l'ANSSI, j'ai besoin de spécialistes et j'ai besoin d'avoir une réglementation métier, entre guillemets. Quand je suis dans le domaine du transport, c'est exactement la même chose. Quand je suis dans le domaine des données de santé, exactement. Donc on doit réfléchir sectoriel et mutualisation, me semble-t-il, bon sens paysan peut-être, c'est-à-dire de se mettre ensemble par secteur d'activité. Donc je pense que c'est une bonne opération et c'est une façon d'éviter que les incidents cyber ou les violations de données ne soient létales pour les organisations que nous représentons. Alors, oui. Oui. Oui, merci. Alors, je crois aussi beaucoup à l'intelligence collective et à la vertu des têtes de réseau. Donc, c'est ce qu'on a essayé d'être. Et effectivement, peut-être qu'il y a un manque d'organisation et d'harmonisation des entités qui sont sur le territoire parce qu'on a eu besoin peut-être de faire feu de tout bois. On a eu besoin qu'il y ait d'initiatives régionales, on a eu besoin qu'il y ait des campus qui se développent, on a eu besoin de faire monter un peu un écosystème d'entreprises et de prise de conscience de la cybersécurité. J'allais dire, après cette période de créativité importante autour de la cybersécurité, il faut peut-être mettre un peu de rationalisation. Et je ne pense pas, hélas, effectivement, pour répondre aux questions qui ont été posées sur les CISAT, qu'ils vont suffire. Non seulement parce que je crois que c'est Aura qui n'en a pas, voilà, et que pour ceux qu'on connaît, nos MEDEF, je crois qu'il y a que 2 ou 3 personnes au CECIRT Corse. Donc ça ne, enfin, c'est très bien qu'il y en ait un, mais le nombre de personnes ne sera sans doute pas suffisant. Et je m'excuse auprès des Corses si jamais je me trompe. Donc on a besoin de ces têtes de réseau et c'est cette capacité à réagir collectivement qui va nous aider. Et oui, semblerait-il qu'il soit nécessaire de mettre un peu de cohérence sans vouloir tout décider de Paris, parce qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives très créatives dans les territoires qu'il faut maintenir. Après, beaucoup de choses, je me répète peut-être un peu, mais
repose sur les entreprises dans ce texte. Il faut qu'elles se notifient, il faut qu'elles se mettent en conformité. C'est elles qui vont payer le coût de contrôle et elles vont payer le coût des sanctions s'il y en a. Donc effectivement, comme disait Madame, il faudrait que la partie, je veux dire, une partie de la responsabilité ne soit pas que sur les entreprises, mais soit aussi dans un écosystème qui puisse nous porter. Donc je rappelle, hein, le label Cyber Expert, c'est peut-être bien, la capacité à avoir des systèmes d'information globale et de prévention. Alors l'exemple qui a été donné du département de France est très intéressant. Nous, on a affiché sur chaque étage dans notre organisation les 5 gestes à faire en cas d'attaque cyber à côté des indications incendie. Et ça, on ne les a pas inventés. C'est celle du cybermalveillance, de nouveau. Et je pense que c'est cette culture de la sécurité qui doit imprégner absolument tout le monde. Et je pense que ça ne coûte pas forcément grand-chose. La compétition entre les réglementations, je vous confirme qu'on a plus entendu parler dans nos réseaux d'entreprises de la CS3D, la CSRD, merci, que de NIS 2. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est peut-être un effet marketing ou de communication. Pour moi, il n'y a pas de, je veux dire, de mise en concurrence des réglementations. Il y a un esprit effectivement de mise en sécurité finalement de la manière dont on travaille globalement, et il faut essayer d'en donner les meilleurs aspects parce qu'économiquement on va y gagner, en tout cas sur la cybersécurité. J'en suis personnellement convaincue. Enfin, effectivement, ce que je voudrais aussi dire pour terminer, c'est que je pense que globalement, on a toutes les cartes en main et que, comme je l'ai dit précédemment, on a des très belles entreprises de la cybersécurité. Il faut leur donner un marché et peut-être, comme ça a été souligné, ça serait dommage qu'on se repose sur une espèce de prêt-à-manger global. On s'interroge de savoir si dans le texte, effectivement, comme la Belgique l'a fait, et je pense que c'est intéressant de se benchmarker vis-à-vis des pays qui ont déjà transposé la directive, d'avoir un système peut-être un peu d'accélérateur ou d'ascenseur de la cybersécurité, où on peut appuyer sur un bouton et arriver directement au bon étage. Et en l'occurrence, les Belges ont fait un système de finalement d'équivalence de conformité avec les normes ISO 27001, si je ne me trompe pas. Et peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir. Alors ça peut-être ne satisfera pas complètement un esprit très expert et très, j'allais dire, compétents tels que l'on les retrouve au niveau de l'ANSSI, mais on a besoin de faire monter des marches les unes derrière les autres. En même temps, la labellisation, ça coûte de l'argent. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais peut-être qu'il y a quelque chose une présomption de conformité à créer pour aider les entreprises et que le coût ne soit pas trop infranchissable pour elles. Voilà. Je vous remercie vraiment pour votre intervention parce que ça correspond très exactement à ce que je pense. Je ne suis pas du tout convaincu qu'il faille mettre de la loi dans ce domaine. On n'a pas fait une loi pour mettre des volets ou des serrures aux portes et aux fenêtres. Donc, je ne vois pas pourquoi il en faudrait une pour mettre des firewalls sur les serveurs. Je pense qu'on est effectivement dans une question qui se pose. L'exemple que vous donnez de la Belgique, et je renvoie, du coup, là aussi, ça va faire la transition. Ils ont sorti la directive NIS 2 en Belgique et je recommande à toutes les entreprises d'aller le lire puisque NIS 2 pour qui, pourquoi, ça apporte beaucoup de réponses. Et effectivement, c'est très pragmatique en termes d'approche et je pense qu'il ne faut pas oublier quand on demande aux entreprises de payer pour assurer leur sécurité que l'État est aussi là pour assurer la sécurité des citoyens. Et on est en train de parler d'une industrie, la cybercriminalité, qui est d'un chiffre d'affaires de 1500 à 2000 milliards de dollars sur une année. Donc, demander aux entreprises de porter la responsabilité par rapport à ceux qui les attaquent, ça pose quand même un petit peu question sur la réflexion et sur notre démarche actuellement. Donc, sachez que toutes ces interrogations, en vous disant est-ce que c'est bien le bon sens aussi, on se les pose avec les rapporteurs et ça fait partie justement de tout le travail de réflexion parce qu'effectivement, il faut transposer. Il y a beaucoup d'intelligence collective aussi au Sénat, vous savez, qui travaille sur les questions. Et donc, sachez qu'on est en pleine écoute et je vous remercie encore de toutes vos interventions. J'ai une dernière intervention de notre collègue Vanina Paoli-Gagin. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, merci beaucoup aux intervenants. J'avais une question pour bien comprendre comment ça s'articule avec les opérateurs du cloud, parce que beaucoup des données dont on parle vont sur ce type d'infrastructure qui, malheureusement, on le sait tous,
ne sont pas propriétaires, si on peut s'exprimer ainsi. Et l'absence de cloud souverain européen n'est-elle pas un talon d'Achille finalement de tout l'édifice de protection numérique qu'on essaie quand même aussi de fortifier avec ce projet de loi résilience. Merci beaucoup. Alors, je serais ravie de répondre à votre question, Madame la sénatrice. Alors, effectivement, dans les dispositifs qui sont prévus par le projet de loi, il est possible que l'ANSSI demande que les entreprises aient recours à des produits certifiés. Donc c'est une possibilité, c'est ouvert. Côté du MEDEF, nous souhaitons que les entreprises soient le plus libres possible. Et cette liberté, elle s'exerce dans deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, pour être libre, il faut être éclairé, donc avoir un choix éclairé. Donc le premier sujet qui est un cheval de bataille pour nous, c'est la transparence. Donc on a besoin de savoir, quand on a recours à un service ou un produit, quel service et quel produit on utilise et quelles en sont les contraintes diverses, techniques, mais aussi juridiques. Pour y venir directement, le MEDEF a pris en juin dernier une position favorable à ce qu'on appelle la labellisation EUCS+, c'est-à-dire avec la transparence de l'application ou non de lois extraterritoriales. On sait qu'il y a des points contraires, notamment dans d'autres pays européens sur ce sujet, mais nous sommes plusieurs organisations à militer pour que ce niveau reste, pas tant pour qu'il devienne obligatoire, je précise bien, mais parce que plusieurs entreprises, au travers de l'ensemble de l'Union européenne, et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui l'avons organisé, mais il y a un pledge d'entreprises européennes qui s'est organisé lui-même pour dire pourquoi ces entreprises souhaitaient avoir ce niveau de labellisation. Donc à partir du moment où des entreprises le veulent, nous le voulons également. Mais nous le voulons pour qu'elles puissent le choisir, pas pour que ce soit imposé. Puisqu'effectivement, dans l'autre sens, effectivement, si une entreprise veut avoir recours à n'importe quel prestataire de cloud de son choix, nous souhaitons qu'elle puisse en avoir besoin dans la limite, effectivement, de la disposition qui est prévue si l'ANSSI souhaite que une entreprise, pour une raison X ou Y, ait recours à un produit labellisé. Mais on ne souhaite pas que ce soit une règle généralisée. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Sur le cloud, je pense qu'il y a des enjeux qui nous dépassent, notamment des enjeux de négociation. En ce qui concerne l'EUCS, il y avait une disposition qui était très importante, l'immunité à la portée extraterritoriale du droit, notamment hors EU, et malheureusement des influences et des luttes d'influence aussi au niveau européen ne permettront peut-être pas à ce que ça fonctionne. Ensuite, au niveau de la liberté, je vous rejoins complètement, mais on va se retrouver aujourd'hui à une augmentation du coût des licences. Et on le voit déjà arriver. Donc, on doit trouver des solutions alternatives aux clouds certifiés qui nous sont proposés. Et on a toutes les possibilités, me semble-t-il, de faire plus petit, moins cher, plus soutenable. Des opérateurs américains. C'est comme pour le gaz russe, pardonnez-moi, Monsieur le Président, on va finir par dépendre du prix que voudront bien instaurer, puisqu'ils ont le monopole, les solutions américaines. Je vous remercie. En tout cas, merci vraiment pour vos interventions. Vous avez la possibilité, évidemment, de nous envoyer une contribution. Ça viendra alimenter le travail de nos rapporteurs ici qui pourront continuer. Merci à mes collègues d'avoir participé. Je propose qu'on s'arrête là maintenant, 3-4 minutes avant que reprenne la prochaine audition de l'ANSSI. Merci encore. Merci beaucoup.
Mes chers collègues,